Aujourd'hui, on entend partout parler d'IA et on voit les applications de l'IA dans notre quotidien. Mais qu'est-ce que c'est réellement l'IA? Salut à toi et bienvenue sur Anadi, je suis Ashta. Ici on parle du numérique et de ses enjeux. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, mais je suis de retour. Dans mes précédentes vidéos, j'ai plusieurs fois parlé de l'intelligence artificielle, mais certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est. Donc on va déjà commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Et pour ça, qui de mieux pour le répondre que ChatGPT? Et d'après ChatGPT, l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies permettant à des machines d'imiter des capacités humaines comme l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision. Elle est définie par Marvin Minsky comme étant la science qui consiste à faire aux machines des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient réalisées par les hommes. Donc si je résume, l'IA c'est comme un pote à qui on aime faire appel quand on a besoin d'aide. Alors on a trois catégories d'intelligence artificielle. On a l'IA faible, l'IA forte et la super intelligence. D'abord l'IA faible. L'IA faible ou intelligence artificielle étroite, c'est tout simplement une intelligence artificielle conçue pour accomplir des tâches spécifiques. Elle n'a pas de réelle connaissance, de réelle conscience et de capacité de compréhension des choses. Non, elle fait ce pourquoi elle a été entraînée. Elle le fait très bien. Et des cas d'application, on en voit partout, que ce soit au niveau des assistants virtuels comme Siri, Alexa, Google Assistant. On en trouve aussi au niveau des voitures autonomes pour les voitures de niveau 2, donc d'automatisation partielle. Je vous renvoie à la dernière vidéo sur les voitures autonomes. L'IA faible est aussi utilisée pour la correction automatique ou la traduction automatique, par exemple avec Google Traduction ou DeepL, etc. Ensuite, on a l'IAG, donc l'intelligence artificielle générale, encore appelée l'intelligence artificielle forte, qui, elle, va être capable de comprendre et de raisonner comme un être humain face à des situations. Elle va être capable de s'adapter, d'avoir un raisonnement autonome et d'effectuer toutes les tâches. Alors, même si cette IA n'existe pas, on a des cas d'application potentiels. Par exemple, pour le diagnostic médical avancé, c'est une IA qui va être capable de surpasser tous les meilleurs médecins qui existent. En termes de chirurgie, c'est une IA qui va être capable d'effectuer des chirurgies complexes sans intervention humaine. En science, cette IA va participer à la découverte scientifique accélérée grâce à la masse de données qu'elle utilise et à sa créativité. Et enfin, cette IA peut être utilisée pour les assistants personnels ultra sophistiqués, donc les fameux humanoïdes qui vont être un peu des hommes, des machines à tout faire et qui vont être capables de comprendre ce qu'on ressent, nos émotions, ce qu'on leur demande réellement. Alors ensuite, on a la super intelligence. Alors, pour comprendre toutes les choses, c'est un concept purement hypothétique pour le moment. Donc, on est à un stade ultra avancé de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je dirais même le stade suprême de l'intelligence artificielle, où la machine sera capable de penser, de raisonner, d'avoir des émotions et même d'avoir des croyances religieuses. Et je ne vous mens pas. Et donc, c'est une IA qui surpasserait de loin, mais de loin, l'intelligence humaine. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre les implications de la super intelligence, je vous renvoie au livre de Nick Bostrom. Et donc, pour bien distinguer l'IA faible, l'IA forte et la super intelligence, il faut comprendre que l'IA faible, c'est une IA qui a un domaine spécifique d'intervention. C'est une IA qui effectue des tâches spécifiques, mais qui est limitée. L'IA forte, c'est une IA qui va être capable de raisonner comme l'être humain et d'effectuer des tâches complexes. Et la super intelligence, c'est l'IA qui va surpasser l'intelligence humaine, qui va être capable de réaliser des tâches que les hommes ne pourront jamais réaliser. Alors maintenant, intéressons-nous au domaine d'intelligence artificielle et on va se concentrer sur deux domaines spécifiques, l'IA générative et l'IA prédictive. L'IA générative, comme son nom l'indique, c'est l'IA qui va être capable de générer du contenu, que ce soit du texte, des images, de la vidéo, du son, etc. Cette IA existe déjà, on a ChatGPT, Bard, Midjourney, DALL-E, etc. Donc pourquoi est-ce que cette IA existe? Pour répondre à plusieurs besoins.
D'abord, l'automatisation de la création de contenu. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps à consacrer à la conception, au design, à la rédaction. Et donc, on préfère déléguer ces tâches, ou en tout cas, demander à la machine de nous assister sur ce type de tâches. Ensuite, pour se défaire des tâches répétitives, pour tout ce qui est rédaction de courrier, pour tout ce qui est développement de logiciels à travers un développement du code source, et bien, on préfère tout simplement confier ça à la machine en lui donnant tout simplement les paramètres à respecter. Et enfin, en termes de gain de temps et d'argent, c'est tout simplement énorme. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut confier à l'IA générative aujourd'hui nous coûterait de l'argent si on devait avoir recours à un professionnel de ce domaine-là, clairement. Mais donc, comment l'IA générative fonctionne? On va prendre l'exemple de la génération d'images. Et donc, pour générer une image, l'IA apprend en analysant des milliers d'images existantes pour comprendre leurs couleurs, formes et styles. Elle repère des motifs et des structures comme la façon dont les ombres tombent sur un visage, comment les textures apparaissent sur un paysage. Ensuite, elle utilise ce qu'elle a appris pour créer de nouvelles images réalistes ou artistiques à partir d'une simple description ou d'un exemple. Et l'IA générative n'est pas seulement utilisée dans la création de contenu dans le secteur bancaire, elle est utile pour la détection des crédits à risque. En informatique, elle est utile pour le développement plus rapide des logiciels grâce à la génération de code source. Dans l'art, elle aide à la composition musicale, à l'écriture de scénarios ou de poèmes. Et deuxièmement, on a l'IA prédictive qui va consister à anticiper les événements à venir en se servant des données passées. C'est important de retenir ça parce que l'IA n'a pas de faculté divinatoire. Elle ne va rien créer. Elle va juste, en analysant les données qu'elle a déjà, prévoir de manière logique, donner des prévisions de manière logique. Et pourquoi cette IA existe? Eh bien, pour aider à prévoir l'avenir et adapter les décisions. L'utilisation de cette IA va permettre de réduire les risques et d'augmenter l'efficacité des entreprises. Mais donc, comment est-ce que cela se passe? Eh bien, l'IA utilise des informations passées pour entraîner un modèle capable de faire des prévisions sur des événements futurs. Plus elle reçoit de données et s'améliore, plus ses prédictions deviennent précises et utiles. Et on a plusieurs applications concrètes, notamment en termes de détection de fraude au niveau des banques, en termes de prévision du comportement des investisseurs sur le marché boursier en fonction de tel ou tel événement. En termes de diagnostics médicaux, elle existe déjà et elle permet d'améliorer les pronostics et les programmes de soins des patients. Et donc, après tout ce qu'on a dit, il faut retenir aujourd'hui que c'est la fin du monopole de la créativité humaine. On n'est plus les seuls êtres capables de créer quelque chose, ce qui soulève beaucoup de questions de droit d'auteur, mais on ne va pas rentrer dedans dans cette vidéo. Je vous mets tous les liens utiles en barre de description, n'hésitez pas à les consulter. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. On se retrouve dans une deuxième partie de cette étude qui va cibler le cerveau humain.